BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Nous sommes à 3 jours du halving de Bitcoin. On va faire un point sur évidemment où en est le marché crypto, Bitcoin et même le marché crypto, les altcoins dans leur ensemble. Nous sommes en ligne avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier, on sera avec vous dans quelques secondes. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Louis de Bonnecasse. Bonjour Louis. Bonjour Maury. On parlera avec vous de tokenisation d'actifs réels, notamment de comment investir dans les vins et spiritueux via la blockchain. Vous êtes cofondateur et CEO de Interstellar. Et puis comme chaque mardi, j'ai le plaisir de recevoir Lilian Aliaga. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Journaliste chez Cryptos. Et puis évidemment, on fera un point marché global avec vous dans quelques instants. Mais d'abord, on va faire un point technique sur la situation avec Xavier Fenot, je le disais, associé chez Interactive Trading, qui est en ligne avec nous. Xavier, ça a beaucoup secoué ce week-end sur le cours du Bitcoin et des altcoins, mais d'abord on va commencer par le Bitcoin, quasiment moins 10% dans la nuit de samedi à dimanche. Bon, depuis ça s'est un peu amélioré, mais là on est en dessous des 63 000 $ sur le Bitcoin, moins 10% sur une semaine, moins 4% aujourd'hui, à 3 jours du halving. Techniquement, qu'est-ce que les charts du Bitcoin nous disent, Xavier ? C'est vrai que ces variations dit vite comme ça paraît beaucoup, mais finalement, il ne faut pas oublier que le Bitcoin quand même vient de faire des nouveaux records historiques à 73 000 $. Premièrement, déjà ça fait finalement 2 mois qu'il reste coincé entre 60 000 et 73 000 $. Donc en fait, ce sont des va-et-vient finalement qui témoignent d'une neutralité de la tendance à court terme. Et deuxièmement, la tendance depuis le mois de novembre est haussière avec encore quand même 137% de performance. Donc finalement, consolider latéralement pendant 2 mois dans une tendance primaire qui reste haussière dans un contexte tendu d'un point de vue géopolitique, mais aussi macroéconomique. Si on regarde l'envolée des taux d'intérêt, la remontée de l'inflation aux États-Unis, la remise en question d'une baisse des taux de la Fed au mois de juin, le dollar américain qui s'envole et tout le bull run qu'on a connu finalement ces 7 derniers mois, c'est franchement pas étonnant. Et je dirais même que c'est plutôt sain pour construire une dynamique positive à moyen long terme. Donc tendance de fonds préservée tant qu'on tiendra les 57 000 $, voire même 48 000 $. Et à court terme, ce sera les 67 000 $ à repasser pour revoir les ATH sur Bitcoin. Donc, consolidation dans le calme sur Bitcoin. Et Xavier, évidemment, il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, mais uniquement graphiquement. Si on parle uniquement graphiquement, quand on regarde par rapport au précédent cycle, est-ce que, mis à part qu'effectivement, ce cycle-là, c'est pas un détail, mais Bitcoin a passé son plus haut historique avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé, ce qui est notamment dû, a priori, à l'approbation des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis il y a maintenant 3 mois. Est-ce que, graphiquement, à 3 jours du halving, est-ce que ça ressemble à ce qu'on a connu précédemment ? En fait, c'est vrai, vous l'avez dit, en fait, on a eu beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, le marché crypto a quand même aussi beaucoup évolué. On voit un Bitcoin qui a quand même aussi gagné beaucoup de dominance. On voit qu'il y a aussi beaucoup moins aussi de volatilité sur Bitcoin. Ça a été le cas, beaucoup moins le cas avant. Aujourd'hui, c'est vrai que des dumps, comme on a connu, on va en parler peut-être juste après, sur les altcoins aussi, c'est vrai qu'on en avait de moins en moins connu. Donc non, en fait, le cycle est un peu différent. Vous l'avez dit, il y a aussi des vannes qui sont ouvertes avec les approbations des ETF Bitcoin Spot. Donc forcément, ça apporte aussi de l'enthousiasme et de la liquidité. Donc pour le moment, c'est vrai que c'est un cycle un peu différent, avec un petit peu plus de structuration, notamment d'un point de vue graphique. Bon, je parlais des moins 10% du Bitcoin ce week-end, mais bon, sur les altcoins, pour la plupart, on est allé beaucoup plus loin, on est allé beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce marché des altcoins ? On en parlera dans quelques instants, mais on a certains altcoins liés à certaines narratives se sont réveillés. Est-ce que, Xavier, on peut dire qu'on avait commencé une alt season, ce qu'on appelle la alt season, c'est-à-dire le réveil des cours des altcoins après celui de Bitcoin, ou alors pour vous, là, on n'est pas dedans, et dans les altcoins, ils ne sont pas encore mûrs pour décoller? En fait, c'est vrai que c'est pas la même histoire sur les altcoins, parce que comparé à Bitcoin, puisque là, on l'a vu, il suffit d'une petite étincelle, en fait, d'un mouvement de foule, et puis les variations sont décuplées. En fait, globalement, c'est quand même aussi lié à l'effet de levier. On a vu dans le week-end 2 milliards de dollars de positions qui ont été liquidées. En fait, ce sont des positions qui sont vendues par les courtiers pour cause d'appel de marge de tous ceux qui utilisent l'effet de levier et qui se sont fait dépasser, pour ne pas dire découper, parce que pour eux, en fait, le marché crypto va pas assez vite et les dumps, c'est plus possible qu'il y en ait. Donc là, c'est vrai que ça donne des variations qui sont beaucoup plus conséquentes. Certains altcoins ont perdu 50%. Alors dit comme ça paraît énorme, mais c'est toujours pareil. En fait, ça dépend d'où on se place. Vous prenez, alors je prends un exemple, Solana, qui a été multiplié par 10 depuis le mois d'octobre. C'est quand même absolument incroyable. Mais c'est quand même un cas particulier.
Oui, mais il y en a d'autres également comme ça. Elle a perdu en fait depuis ses récents plus hauts, si on prend la variation extrême, 40% de sa valeur. Donc elle est toujours à 600% de hausse depuis le mois d'octobre. Donc oui, effectivement, les mouvements sur les altcoins sont plus violents que sur Bitcoin et que sur Ether, mais ça marche dans les deux sens. Voilà. Alors, nous, on attendait en fait ce mouvement pour pouvoir reconstituer nos portefeuilles. Oui, il y a eu effectivement aussi cette alt-season. On a eu des performances assez exceptionnelles. C'était très compliqué d'entrer sur le marché quand on voit effectivement ce type de performance pendant des mois et qui ne s'arrête pas. Le marché n'était pas forcément prêt à ça. On a eu effectivement ce mouvement de consolidation. Nous, on a profité justement pour reconstituer nos portefeuilles à court terme et même à long terme. J'estime en fait aujourd'hui que c'est plus une opportunité d'entrer maintenant que 50% plus haut il y a 3 semaines. Et en fait, un petit mot sur l'Ether, qui est plus faible encore d'ailleurs que Bitcoin. Il a perdu 15% ces derniers jours, mais il reste toujours dans une tendance haussière. Là aussi, tant qu'on tiendra les 2700, 2800 $, et on aura les 3300 $ à repasser à court terme pour assurer les investisseurs et envisager à ce moment-là les 40 000 $, les 4 000 $, cette prochaine semaine. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonne journée Xavier. Je suis toujours en compagnie de Louis de Bonnecase, cofondateur et CEO de Intercellar, et Lilian Léga, journaliste chez Cryptost. Lilian, on vient de faire un point marché global avec Xavier. C'est intéressant ce que nous disait Xavier. Alors, pour lui, il y a quand même une alt-season qui a commencé. Bon, c'est sûr que par rapport au mois d'octobre dernier, globalement, tous les cours des cryptos dans leur ensemble ont repris un peu des couleurs, mais pas tous. Celles qui ont eu vraiment des performances quand même assez impressionnantes par rapport à la moyenne, c'est des cryptos qui sont dans des narratives porteuses. Il y en a plusieurs, mais l'une d'entre elles, par exemple, à laquelle on peut penser, c'est les fameux RWA, tout ce qui est tokenisation d'actifs réels. On le rappelle qu'il y a quelques jours, BlackRock a lancé son fonds tokenisé Build. Est-ce que ça, tout simplement, ça tire un peu cette narrative-là et donc les coins associés vers le haut? En fait, il faut voir ça d'une vision un petit peu plus large. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et je valide d'ailleurs totalement ce qui a été dit par Xavier, on a à peu près le même constat et j'avais prévu de raconter à peu près la même chose que lui. Donc oui, Bitcoin a bien reculé, les altcoins ont encore plus reculé. On a eu des performances sur la semaine qui sont de l'ordre de 30-40% de baisse pour les altcoins. Et depuis le plus haut historique de mars dernier, on est sur du moins 60, moins 70% pour certaines d'entre elles. Donc c'est vraiment un bain de sang pour les altcoins, sauf quelques-unes. Et ça a été assez intéressant à observer. Donc c'était finalement ces cryptos qui étaient dans des tendances, des narratives qui plaisaient, ou pour lesquelles on disait il y a un vrai potentiel dans les prochains mois pour le marché. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'évidemment dans les premières heures de la chute, elles ont dégringolé comme toutes les autres cryptos, mais très rapidement on a vu qu'il y a eu un rebond très fort, ce qui a fait qu'ils ont surperformé le marché. Donc voilà, on voyait en fait qu'il y avait beaucoup d'investisseurs, je pense, qui étaient sur le côté, qui attendaient la moindre petite correction sur ces actifs-là pour se positionner. Et ça nous permet aussi, avec du recul, de détecter un petit peu les tendances, comme vous l'avez dit. Donc on a notamment les RWA, la tokenisation d'actifs réels, l'un des plus gros étant Ondo Finance, qui justement, on en a discuté déjà il y a 1 ou 2 semaines ensemble sur ce plateau. Des petites corrélations avec BlackRock, l'éventualité que le produit d'investissement de BlackRock utilise la technologie d'Ondo Finance et inversement. Donc celui-ci a vraiment surperformé sur ce week-end. Et puis quelques autres, dans les autres tendances, on a notamment autour de Bitcoin, les layers de Bitcoin ou les tokens BRC20, cet écosystème. Même les tokens liés à l'IA d'ailleurs. Pour le coup, les tokens liés à l'IA n'ont pas forcément surperformé. Au contraire, ils ont pris vraiment une chute très très forte. Même depuis les derniers mois, là, je parle plus largement, je ne parle pas forcément de ce week-end. Là, depuis la fin du bear market, entre guillemets, est-ce que depuis que le Bitcoin s'est quand même bien apprécié là, depuis le début de l'année, on voit qu'il y a quand même des tokens, alors je ne parle pas de ce week-end, mais on voit qu'il y a quand même des charts qui sont assez verticales, quoi. Il y a 2 tendances qui se sont vraiment qui ont tiré leur épingle du jeu sur ces derniers mois, depuis cette fin de bear market, reprise haussière, disons depuis milieu d'année dernière. C'est l'intelligence artificielle et les meme coins. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on en parlait sur ce plateau, on avait tellement des performances importantes sur ces différentes catégories d'actifs qu'on se disait, est-ce que c'est le début d'une alt season ? On entendait parler de ça un petit peu partout. Et je me souviens, on avait Vincent Gagne d'ailleurs en tant qu'analyste technique qui nous disait, attention, il n'y a rien qui nous indique qu'on est sur une alt season. À la rigueur, on va voir quelques surperformances à court terme, mais ça n'est pas une alt season. On n'y est pas là, Lilian. J'étais totalement d'accord avec Vincent et je le suis toujours. Il y avait un élément à surveiller, c'est la dominance de Bitcoin sur le marché.
Et la dominance de Bitcoin sur le marché, elle a continué d'augmenter, elle est à son plus haut depuis 3 ans. Cet indicateur, c'est quoi? C'est simplement le poids de Bitcoin par rapport au poids des autres cryptos dans le marché. Si cette dominance augmente, ça veut dire que la tendance, elle est, en ce moment en tout cas, elle est haussière. 53%, je crois. Elle est, je me souviens plus le chiffre. Les dernières exact. 48 heures, je crois qu'on était autour de 53%. Ce qui est certain, c'est que elle est au plus haut depuis 3 ans. Donc ça veut dire que la dominance augmente, Bitcoin pèse de plus en plus, il surperforme le marché et on est en tendance haussière. Tant qu'on n'aura pas une inversion de tendance sur cette dominance du Bitcoin vis-à-vis des autres cryptos, on ne peut pas envisager une alt season. Vincent l'avait dit il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on voit que ça s'est plutôt vérifié. Et donc, oui, même si voilà, ces tokens d'IA, ces mêmes coins ont eu leur petit moment de gloire il y a quelques semaines, malheureusement, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont eux aussi dans le rouge et que les vraies tendances qu'on peut détecter avec ce mouvement-là, ce sont vraisemblablement, en tout cas pour l'instant, les RWA. Bon, en tout cas, il est pour l'instant trop tôt et ça nous fait une transition parfaite parce que les RWA, la tokenisation d'actifs réels dont on va parler tout de suite avec vous, Louis de Bonnecasse, parce que justement, vous êtes un acteur de cette tokenisation d'actifs réels. Vous êtes le fondateur et CEO d'Interstellar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? C'est-à-dire que, de ce que j'en ai compris, vous tokenisez des spiritueux qui sont réels, donc on parle d'actifs réels, ça peut être des bouteilles de vin ou autres, et vous permettez d'investir sur ces actifs-là via la blockchain sans forcément avoir besoin de les stocker chez soi. Tout à fait. Bonjour Amaury, bonjour Lilian. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Je suis venu de Bordeaux spécialement. Je fais une petite transition par rapport à ce qui s'est dit avant et j'abonde dans le sens de ce que disaient Lilian et Xavier. Pour moi, il y a 3 facteurs en fait qui influent sur les prix du marché. Alors évidemment, il y a les facteurs techniques. Si on parle de Bitcoin, le halving, l'aspect déflationniste, etc. Il y a des aspects qui sont macroéconomiques, qui sont géopolitiques, les différents conflits qu'il y a à l'échelle de la planète, l'approbation des ETF Bitcoin comme vous le disiez. Et puis le troisième facteur pour moi c'est le use case, c'est le cas pratique d'utilisation qui se retrouve évidemment dans les RWA, on peut tokeniser toute forme d'actifs mais également des actifs tangibles. Et en effet les vins et spiritueux c'est une industrie qui est quand même une industrie française, un fleuron de la France. Et c'est vrai qu'un cas pratique comme celui-ci, en l'occurrence la tokenisation de bouteilles, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc pour répondre à votre question par rapport au concept, alors Interstellar c'est une marketplace, un site de vente en ligne de vin et de spiritueux, un peu comme un site de vente en ligne classique, à la différence près qu'en fait on peut stocker sa bouteille physique, donc on est propriétaire de la bouteille physique qui est stockée dans un entrepôt, sécurisé, avec une température contrôlée, etc. Et à côté de ça, on est propriétaire d'un jumeau numérique, donc un NFT, l'utilisation de la blockchain se fait à ce moment-là, et qu'on va pouvoir en fait stocker dans son portefeuille numérique sur le site Interstellar, et qu'on va pouvoir échanger, qu'on va pouvoir, donc, comme les collectibles, comme les NFT classiques, qu'on va pouvoir revendre, donc ça va rendre plus liquide le marché secondaire, puisqu'il y a un gros marché secondaire sur les vins et spiritueux en France et dans le monde. Une grande bouteille de vin, ça se vend 6 à 7 fois parfois avant d'être consommé. Vous, en fait, vous possédez et stockez les bouteilles de vin. Les clients qui viennent chez vous, vous les achètent, sauf qu'ils ne les récupèrent pas forcément physiquement, vous nous le direz après, mais vous les stockez pour eux et en échange sur leur wallet, vous avez un wallet du coup Tout à fait. Ça, voilà, sur votre wallet, vous donnez un NFT ou un titre de... Comment vous appelez ça? Vous appelez ça un NFT? Nous, on appelle ça un jumeau numérique de la bouteille. Ça donne la possibilité à la personne soit d'échanger ou de revendre, comme je le disais, soit évidemment de récupérer sa bouteille. Alors, soit, en fait, il y a une volonté de la personne d'aller investir, soit tout simplement, en fait, de faire vieillir ses vins. Donc, ça s'adresse plutôt à une gamme de vins et de spiritueux assez haut de gamme. Et l'idée, en fait, c'est que derrière, évidemment, on puisse boire la bouteille. C'est la finalité, même s'il faut boire, évidemment, avec modération. C'est la finalité de ces bouteilles-là. C'est important de le rappeler, effectivement. Voilà, c'est la finalité de ce produit, c'est d'être consommé, d'être partagé. Donc on donne la possibilité aux gens d'être livrés dans plus de 40 pays dans le monde. Et c'est ça le principe d'Interstellar. Donc ça veut dire que vous les conservez, mais après, la plupart des gens... Ça fait combien de temps, Interstellar? Alors Interstellar, la société a 1 an. Moi, ça fait plusieurs années déjà que j'œuvre entre les vins et spiritueux et puis le monde du Web3. J'avais commencé fin 2017, début 2018 en tant que négociant en vin et je vendais déjà des vins en crypto-monnaie. Mais le site en lui-même a 1 an. Et là, félicitations. Et là, depuis ces 1 an, la plupart des gens...
pour l'instant, ils demandent à avoir les bouteilles ou alors ils les laissent plutôt chez vous? Alors on remarque que la plupart des gens vont conserver les bouteilles au départ. C'est des bouteilles qui ont des capacités de vieillissement qui sont... Conservées chez vous ou alors ils demandent à les avoir chez eux? Non, les conserver dans nos entrepôts. D'accord, Voilà. donc ils les laissent chez vous. Tout à fait. En fait, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui se laissent la possibilité aussi soit de consommer, soit d'investir. On a aujourd'hui une clientèle qui est assez large, soit des gens du vin qui apprennent un petit peu le Web3, soit des gens plutôt de la tech qui vont apprendre le vin. Et donc en fait, ils vont avoir les deux possibilités, comme le faisaient les Anglais à l'époque, qui achetaient les vins en primeur en achetant une caisse pour consommer, une caisse pour investir. Et la caisse d'investissement servait à financer la consommation. Et pour l'instant, donc on voit bien qu'il y a différents types de clients. Vous avez différents types de clients, mais la plupart des gens, ils achètent et ils hold, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils gardent leur vin, soit ils le consomment, soit ils le gardent. Ou alors, il y a beaucoup de reventes, et après, il y a beaucoup de reventes, ça passe de main en main, comme tendance. Ça dépend des produits. Nous, aujourd'hui, sur notre site, on vend des produits, entre guillemets, classiques, donc la production classique des châteaux ou des marques de spiritueux. Après, on a des éditions limitées, numérotées, donc là-dessus, on remarque qu'il y a des échanges. Voilà. Après, sur les gammes classiques, donc par exemple, là, on va en mai lancer la première campagne primeur avec des grands châteaux comme Mouton Rothschild, Cheval Blanc, Aubryon, et ces gens-là, en fait, ces châteaux-là vont avoir la possibilité de cibler des nouveaux consommateurs. Et là, l'idée, c'est que les gens puissent garder le vin et ensuite se le faire livrer, mais ils n'ont pas forcément la volonté de l'échanger tout de suite. Je rappelle que l'abus d'alcool, évidemment, est dangereux pour la santé. Lilian, est-ce que ça vous fait réagir? Alors, moi, je trouve ça toujours très intéressant, hein, tous ces cas d'usage. De toute manière, plus il y en a, plus c'est intéressant. C'est ce que j'aime bien, on va dire, avec ce genre de projet, c'est quand c'est quelqu'un qui connaît vraiment le domaine auparavant, qui connaît, on va dire, voilà, tous les filons, les problématiques, etc., et qui se lance là-dedans. C'est pas dans l'autre sens. C'est pas, on se dit, bon, je connais le Web3, je connais les différents cas d'usage, et je vais essayer de l'appliquer à un domaine en particulier. Donc en l'occurrence, c'est intéressant. Et puis particulièrement, personnellement, en tout cas, moi, j'apprécie bien le vin, donc je regarde un petit peu ce que fait Interstellar. Mais j'avais quand même une petite question à poser qui m'est venue quand tu expliquais ce que vous faisiez. Quand on consomme la bouteille, qu'est-ce qui se passe du NFT? Est-ce qu'il disparaît? Est-ce qu'il y a un mécanisme pour le détruire? C'est une très bonne question. Alors il y a plusieurs possibilités. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire le NFT. Il peut aussi changer de forme. Il y a plusieurs possibilités, mais l'idée, en effet, c'est que le NFT, donc le jumeau numérique, n'est plus adossé à une bouteille physique puisqu'elle a été livrée. Et dans ces cas-là, il ne faut plus que les personnes puissent l'échanger. On peut le garder en souvenir pour se dire qu'on a bu cette bouteille-là. Exactement. C'est la deuxième option, en fait, de donner une nouvelle forme dans les métadonnées en fait du NFT. On peut changer le visuel du NFT et expliquer en fait à la personne, au consommateur, qu'il n'y a plus de bouteille physique derrière, et la garder en effet comme des personnes qui voudraient garder les bouteilles qu'ils ont bu. Effectivement, on peut plus le revendre derrière. C'est-à-dire que la vente est bloquée, mais on peut le conserver. Bien sûr. Au niveau justement des professionnels de secteur qui veulent avoir des nouveaux clients ou ajouter de la liquidité à leur marché, est-ce que vous avez des retours positifs? Est-ce qu'il y en a qui ont certains préjugés? Comment vous êtes reçus? C'est un milieu qui est très traditionnel, le milieu des vins et des spiritueux. Donc c'est vrai qu'au départ, il y a quelques années, quand je leur parlais de crypto-monnaies, etc., c'était assez complexe. Au fur et à mesure, en fait, les marques, les châteaux, finalement, en voyant les bénéfices qu'elles ont, et notamment la traçabilité, notamment le fait de cibler des nouveaux consommateurs, parce que derrière la technologie de la blockchain, c'est important de parler aussi de tout l'aspect marketing, l'aspect expérience utilisateur. Donc on va créer une cave digitale du consommateur avec ses bouteilles en 3 dimensions. Je vous laisse aller voir sur notre site interstellar.io. Mais c'est vrai que du coup, en voyant tous ces aspects-là, les marques nous font de plus en plus confiance, et pas que des marques françaises. Donc là, par exemple, pour vous parler des ventes qu'on a en cours, on a le château Marquis de Terme, qui est un grand cru classé de Margaux, donc en France. Donc ça, c'est dans quelques jours. Mais il y a quelques jours, on lançait également un vignoble au Chili qui s'appelle la Bodega Vic. Donc en fait, finalement, on arrive à plaire à beaucoup de types de profils de châteaux différents grâce aux problèmes qu'on solutionne. Ça permet potentiellement aux consommateurs ou aux investisseurs d'investir sur des produits, des vins qui ne sont pas forcément en France. Enfin voilà, on casse complètement les frontières géographiques. C'est une très bonne remarque, sachant qu'en plus, c'est finalement en fait ce que permet la blockchain et les NFT, pas forcément que dans le vin et spiritueux. Et les spiritueux, ça va être d'investir dans des nouveaux marchés qu'on connaissait pas forcément. Et quand on parle d'investir dans le vin et les spiritueux, c'est pas forcément investir pour une revente, ça peut être investir sur le long terme. Tiens, j'ai repéré qu'en Uruguay, ils commençaient à avoir des super vins, ou qu'en Chine, sur tel ou tel parallèle, il y avait des super vins qui étaient en train de sortir. Je veux investir là-dedans, mais
peut-être pour ma consommation et les consommer 10 ans plus tard. Donc c'est un très bon moyen. Est-ce que c'est le même prix qu'une bouteille physique? Ou alors avec le service que vous donnez, c'est un peu plus cher? Comment ça se passe au niveau du pricing, on va dire? Non, ce qui est important, en fait, c'est que de ne pas rajouter de valeur au NFT, aux jumeaux numériques, parce qu'il y a une technologie qu'il y a derrière. En effet, cette technologie a un coût qu'on absorbe, mais l'idée, c'est de pouvoir proposer aux gens en fait un prix de marché qui est équivalent à celui de la bouteille réelle. Donc en fait, il n'y a pas de décorrélation entre les deux. Le fait est que parfois, sur des éditions limitées, là, les prix peuvent s'envoler, mais sur un vin classique, l'objectif, c'est de ne pas avoir de spéculation outrancière, quoi. Voilà. Bon, je le rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui investissent, et effectivement, investir via votre solution, en fait, ça, si on pouvait résumer les choses, ça permet d'investir en le vin, mais sans en avoir forcément les inconvénients, c'est-à-dire sans en avoir les risques logistiques, on va dire. Tout à fait. Un vin, il peut s'altérer, il peut s'abîmer, et les bouteilles, on peut se les faire voler, on peut se les faire casser. Là, vous prenez en charge toute la custodie, on va dire. Tout à fait. Donc les vins sont assurés de la première phase de stockage jusqu'à la livraison. En effet, on solutionne les problèmes de place. Le vin, ça prend de la place. Les problèmes de conservation du vin. Et un autre problème qu'on solutionne, qu'on ne connaît pas forcément, c'est que moi j'aime bien dire que le vin, c'est l'un des actifs les plus dangereux qui existent. Pourquoi ? Parce que c'est le seul qu'on peut consommer, ce qui est plutôt bon signe. Mais donc quand on a les bouteilles chez soi, en règle générale, on finit par les consommer. Donc finalement, dans une optique d'aller faire vieillir les vins et de les offrir plus tard, etc., ou de les consommer, c'est toujours mieux de ne pas les avoir à la maison. Et dans le cas où il y en a qui ont la bouteille chez eux, qui la consomment, comment est-ce que vous pouvez vérifier que la personne ne revend pas le NFT malgré la consommation de la bouteille? Alors parce que techniquement c'est impossible. Après, la personne est libre d'aller revendre sa bouteille. Nous on garantit en fait ce qu'on appelle même le pas marché. revendre la bouteille, mais je parle du NFT. Le NFT, comment est-ce que vous... Elle peut plus le revendre puisqu'il est plus visible en fait. Donc il n'y a aucune possibilité d'aller revendre le... Mais il faut que la personne possède le NFT sur son wallet, si elle a la bouteille chez elle. Parce qu'en fait, une fois qu'on fait la demande de livraison, donc il y a un formulaire à remplir, une fois qu'on s'est acquitté des frais de transport, qu'on soit en France ou à Hawaï, c'est pas la même chose. Une fois que ces frais de transport ont été calculés et payés, et ben en fait le NFT est détruit et donc du coup on peut plus... donc en fait une personne qui a du vin, qui achète une bouteille chez vous avec le NFT, elle ne peut plus revendre le NFT en tout cas. Non. Elle ne possède que la bouteille physique. Non, exactement. C'est comme un proof of drink ou proof of transportation, mais en fait les personnes du coup... Donc si on veut revendre le NFT, il faut la laisser chez vous. Exactement. Exactement. Moi, j'avais une petite question, puisque justement on parle, et tu as extrêmement bien mis en avant tous les avantages de la tokenisation d'actifs réels, le fait de pouvoir donner l'accès à des marchés qui ne sont pas forcément accessibles. Vous fractionnez pas d'ailleurs les bouteilles, petite parenthèse, question intermédiaire, vous le faites? Alors non, on fractionne pas les bouteilles pour la simple et bonne raison. De bouteilles. Ben non, en fait le problème du vin est aussi son avantage, c'est qu'il doit être consommé, il doit être partagé. Donc sur un marché qu'on veut vraiment rendre liquide comme celui de l'immobilier par exemple, et parce que aussi il y a des montants qui sont beaucoup plus élevés, là on va fractionnaliser. Sur le marché des vins et spiritueux, nous notre objectif c'est vraiment de faire un NFT pour une bouteille, un NFT pour une caisse, mais en tout cas pour une unité. Pour faire des verres. Pour certaines bouteilles qui sont très chères, en effet. Après, il faut en fait arriver à trouver le moyen de rassembler les personnes qui détiennent la bouteille à plusieurs. Mais non, c'est compliqué dans l'idée. Mais parce que justement, l'un des avantages de la tokenisation d'actifs réels, c'est rendre ce marché liquide. Et l'une des critiques, c'est justement que les marchés secondaires, finalement, n'ont pas énormément de volume et ne sont pas si liquides que ce qu'on veut essayer de faire croire. Vous avez des bons volumes sur les marchés secondaires Tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a le côté, on pense que la blockchain va rendre plus liquide un marché sur lequel on n'avait pas d'historique. Le marché des vins et spiritueux, il y a un historique en fait de marché secondaire. Je vous le disais au début, entre 6 et 7 fois, un grand cru peut être échangé avant d'être consommé. Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est venir structurer un marché qui est déjà existant et le rendre plus liquide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne qui va acheter le NFT, donc le jumeau numérique de la bouteille, pour investir elle aussi ou pour consommer, elle a l'assurance que le vin vient du château, puisqu'en fait on met en relation le château avec le consommateur, c'est très important, et donc du coup finalement il y a plus de valeur sur les NFT. C'est un peu comme une carte Pokémon qui est sous blister, la personne qui est en face va plus l'acheter parce que en fait finalement elle sait que c'est une vraie et qu'elle a été bien conservée. Vous l'aviez très bien rappelé en début d'émission, il y a effectivement, on parle des marchés, des narratives, etc., mais aussi c'est important d'avoir des cas d'usage concrets de la blockchain. Vous en êtes l'illustration. Pour vous, est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage dans lesquels vous croyez qui sont en train de se développer en ce moment ou qui pourraient être développés à l'avenir? Bien sûr. Alors,
Je pense qu'au départ, ces narratives-là sont plutôt tractées par l'industrie du luxe. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est des technologies qui coûtent cher au départ. On a tendance à voir que ça coûte de moins en moins cher. Les développeurs se forment, etc. Mais ça concerne surtout les industries du luxe. Donc, on peut citer l'industrie des montres, évidemment l'industrie de l'immobilier, que ce soit du luxe ou pas. On peut citer l'industrie automobile, les voitures, etc. Mais c'est vrai, sans prêcher ma paroisse, que le cas d'usage du vin se prête très bien parce qu'il y a une notion de marché secondaire. Bon, il y en a sur d'autres marchés, mais il y a une notion d'appréciation avec le temps et une notion de stockage. Et ça, en fait, ces trois éléments font que les vins et spiritueux est un très bon cas d'usage finalement. Lilian, on a quelques secondes. Je ne sais pas si vous avez une dernière question, une dernière remarque. Alors pas particulièrement, mais c'était plus sur le fait que, en effet, sur le problème de liquidité sur les marchés secondaires, finalement, au moins, même si on risque de se retrouver avec son NFT dans la main parce qu'on n'arrive jamais à le revendre, on aura toujours au moins cette bouteille à consommer. Donc finalement, exactement, c'est pas si grave de ne pas avoir trop de volume si on n'a pas. On peut toujours le boire. Et après, en fait, je le disais aussi tout à l'heure, je ne vais pas développer parce qu'on en a bientôt terminé, mais il y a toute l'expérience utilisateur autour. Et le vin, c'est quand même un produit haut de gamme. C'est dommage d'acheter sur un site web juste sur une simple image avec un simple texte. Aujourd'hui, avec tout le métaverse, etc., il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, et même dans le secteur des vins et spiritueux. Vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup. Et je rappelle encore une fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Louis de Bonnecasse d'avoir été avec nous, cofondateur et CEO de Intercellar. Lilian Léagas, journaliste chez Cryptos. Merci de nous avoir suivis. Salut, on se retrouve demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.